Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Attention à ce que vous mettez dans vos colis postaux. Virus, bactéries, parasites, l'importation de denrées alimentaires peut mettre en danger nos animaux. Parmi les menaces, la peste porcine. Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a rendu son rapport d'activité. Les nouvelles demandes affluent, signe d'un bon fonctionnement selon son président. Reste la question des transmissions intergénérationnelles. Moetai Broderson, élu président de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale. Le député indépendantiste est le premier océanien à occuper ce poste. Le député du groupe de la gauche démocrate et républicaine soutenu par la NUP prône le consensus et l'écoute. Moetai Broderson sera en direct avec nous depuis Paris. Et puis nous découvrirons la richesse des casse-têtes océaniens, des armes, mais pas uniquement. Ces massues sont aussi des objets symboliques à découvrir au musée du Quai Branly à Paris. Attention aux aliments d'origine animale expédiés par colis postaux depuis l'étranger ou la France. Parmi les menaces qui pèsent sur nos productions, l'épidémie de peste porcine, la grippe aviaire ou encore les parasites présents dans les miels étrangers. Le service de biosécurité de l'aéroport rappelle combien il est important de respecter les règles sanitaires en vigueur. On voit cela avec Nicolas Suire et Patrick Tinsing. Dans ce congélateur sont stockés tous les colis importés contenant des aliments interdits ou mal identifiés. Du saucisson, mais de dinde ou de porc. Dans le contexte de peste porcine africaine touchant l'Europe, quand les agents du service biosécurité n'ont pas l'information, ils isolent la marchandise dans l'attente d'une incinération. On a besoin de savoir d'où vient cette viande. Et clairement sur l'étiquette, à part le prix, le poids et le nom de cette marchandise, il n'y en a pas d'origine. Donc on ne sait pas. Comme on ne sait pas, on ne peut pas prendre le risque de laisser passer. Parmi les milliers de colis qui arrivent chaque année, une soixantaine est transférée à l'étage pour inspection par le service biosécurité. Ici encore, des saucissons, des jambons et des pâtés qui ne présentent pas le lieu d'élevage de l'animal. Une information pourtant exigée depuis novembre 2021 pour se protéger de la peste porcine africaine. Nous espérons qu'elle n'arrivera pas parce qu'actuellement elle touche l'Europe, l'Italie. Elle a sauté du nord de l'Italie vers la région de Rome et elle a atteint l'ouest de l'Allemagne. Donc elle est à la frontière de la France. Outre la viande de porc, les volailles subissent aussi des restrictions liées à la recrudescence des cas de grippe aviaire en Europe. Seules les conserves sont acceptées. Enfin, le miel est toujours interdit à l'importation. C'est pourtant la plus grosse part des infractions. Le miel, en fait, est prohibé de l'ensemble des pays. Même s'il demandait un certificat, il ne pourrait pas l'avoir, en fait. Parce que les pays sont tous infectés par la loque américaine, par exemple, dont les spores sont transportés par le miel lui-même. En cas de doute, vous pouvez contacter le service biosécurité de l'aéroport. Dans son rapport d'activité de l'année 2021, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires déclare avoir enregistré le 3e plus haut niveau de demande depuis sa création avec 217 dossiers. Un chiffre global qui comprend aussi les demandes relatives aux essais en Algérie. Mais si on analyse uniquement les données polynésiennes, moins d'un dossier sur 2 est accepté. Le CIVEN pointe du doigt le manque d'études scientifiques de référence. David Chang, Sandroli. C'est un des visages qui montre le traumatisme du nucléaire en Polynésie. Hinamoué se bat contre une leucémie depuis près de 10 ans. Son traitement et sa chimiothérapie lui permettent de garder sa maladie en sommeil. Si j'arrête la chimio, elle va évoluer et ça peut terminer en leucémie aiguë où là on peut parler de mort certaine en quelques mois. Mais autant à 24 ans, quand ça a été décelé, je pouvais te dire je prendrai ma chimiothérapie à vie si ça peut me permettre de rester vivante. Aujourd'hui, 9 ans plus tard, je suis fatiguée. Hinamoué prépare son dossier d'indemnisation car son cancer figure sur la liste des maladies potentiellement radio-induites du CIVEN. Dans son dernier rapport, le comité a accordé en Polynésie 49 demandes d'indemnisation sur 119, un ratio de moins d'1 sur 2 jugé trop bas par les associations, mais dont le CIVEN se félicite. La cause du refus des demandes, selon les associations, c'est le fameux seuil du millisievert. À cela s'ajoutent les cas de contamination intergénérationnelle qui ne sont pas pris en compte.
Il faut bien comprendre que la loi doit tenir compte de l'état des connaissances scientifiques. Il est difficile pour le législateur d'anticiper sur des études qui, à ce jour, en tout cas des études qui font autorité, n'existent pas. L'association 193 dresse pourtant un constat opposé. Elle conteste la date butoir de validation des dossiers fixée par la loi Morin à décembre 1998. Il y a énormément de personnes qui sont au-delà de cette date butoir et qui présentent une des 23 maladies radio-induites. Donc c'est en ce sens qu'on n'est pas du tout d'accord avec ce qu'ils disent. Déjà que même les personnes qui remplissent les 3 conditions légales se voient rejeter leur demande d'indemnisation et pour eux, en fait, la période où il y a eu des conséquences et des retombées, c'est uniquement la période atmosphérique. Donc jusqu'en 1974, il y a déjà une grande incohérence. L'association 193 s'est déplacée en juin en Autriche. Là-bas, elle a fait appel à la communauté internationale pour qu'une étude sur les contaminations intergénérationnelles soit menée sous l'égide de l'ONU. Moetai Broderson est le nouveau président de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale. Le député indépendantiste a été élu avec 23 voix, 3 voix de plus que le député guadeloupéen Olivier Servat. Après le retrait de Nicolas Metzdorf de la Nouvelle-Calédonie, le président sortant de la délégation était son seul opposant. Pierre Lacombe avec Emmanuel Gir. Un seul tour de scrutin et au final, 3 voix seulement d'écart. L'élection du président de la délégation aux Outre-mer s'est montrée plus serrée et plus tendue que prévu. Moetai Broderson, le candidat de la gauche démocrate et républicaine, s'impose avec 23 voix, une grande première. C'est la première fois que le bassin Pacifique est représenté à la tête de cette délégation. Je pense avoir fait la démonstration pendant le mandat précédent de mon ouverture d'esprit et que je ne suis pas un député dogmatique. Olivier Servat a tenté de jouer la carte du consensus et de l'expérience. Le député de Guadeloupe et président sortant de la délégation s'est appuyé sur le retrait du député de Nouvelle-Calédonie pour espérer l'emporter, en vain. Le vote est fait et je veux féliciter Moetai Broderson, que je connais, qui est un homme aussi qui aime les Outre-mer et qui aime ces territoires, notamment pacifiques, mais pas que. Et donc je compte sur lui pour toujours avoir l'intérêt général des Outre-mer, avoir toute chose, pas de clan, pas de camp. Composée de 54 députés, dont 27 ultramarins élus de droit, la délégation aux Outre-mer et son président ont désormais 5 ans pour défendre les spécificités et les contraintes des territoires ultramarins. Les spécificités et les contraintes des Outre-mer, on en parle avec vous, Moetai Broderson. Bonsoir, ou plutôt bonjour, puisque vous êtes à Paris. Merci d'être avec nous. La délégation aux Outre-mer, ce n'est pas une instance très connue, en tout cas médiatiquement parlant. Quel écho a-t-elle auprès des parlementaires ? Alors, elle a un écho très spécifique, puisque nous sommes chargés d'informer la représentation nationale et également au-delà, donc l'exécutif parisien, sur toutes les problématiques des Outre-mer. Elle aura, je pense, pendant ces 5 ans, un écho particulier, puisque nous rentrons dans une période charnière pour les Outre-mer, avec notamment l'ouverture d'une fenêtre de révision constitutionnelle liée à la fin des accords en Calédonie. Mais cette fenêtre de révision constitutionnelle va être l'occasion pour l'ensemble des Outre-mer de demander une révision de leur relation institutionnelle à l'État. Oui, on l'a vu pendant la crise sanitaire, la Guadeloupe réclamait plus d'autonomie, la Calédonie est à un carrefour après les référendums, et ici en Polynésie, l'élection de 3 députés indépendantistes. Vous comptez donc parler du statut au sein de cette délégation ? Du statut, mais pas seulement. Il y a des sujets qui sont prégnants et qui sont sensibles dans tous les Outre-mer. Je vais prendre le coût de la vie, c'est quelque chose qui est partagé puisqu'on a ce différentiel de coût de la vie entre la métropole, l'Hexagone et tous les Outre-mer où la vie est plus chère, où les salaires sont plus bas, où les aides sociales sont également moins disponibles. Et donc au final un paradoxe qui est partagé par tous les Outre-mer où on est négligé de la République et à côté de ça, on a des problématiques qui sont
toutes les mêmes. Donc on va d'abord s'accorder, moi je n'ai pas la connaissance de tous les Outre-mer, je ne prétends pas connaître tous les Outre-mer, je connais bien la Polynésie, je connais un peu aussi la Nouvelle-Calédonie, mais il faut être avant tout un président, je pense, de concertation, c'est ce qui compte et c'est je crois, ce qui a convaincu mes collègues. Et donc c'est tous ensemble que nous allons définir notre feuille de route pour les 5 ans qui viennent, puisqu'il s'agit dans un premier temps de travailler sur les sujets qui sont transverses à tous les Outre-mer, et ensuite peut-être d'aborder les sujets qui peuvent être spécifiques à un bassin, voire à un territoire. Alors, qu'est-ce que vous pourriez proposer concrètement ? Vous avez évoqué la cherté de la vie, le pouvoir d'achat. La loi pour l'égalité réelle en Outre-mer de 2017 n'a pas tout réglé ? Non, loin s'en faut. Moi, je pense qu'il faut, enfin, en tout cas, c'est mon approche. Il ne faut pas essayer d'avoir des dossiers à spectre trop large. Je pense que d'aborder la cherté de la vie dans son entièreté, ça va forcément aboutir à des préconisations très généralistes. Je préfère mettre sur place des missions d'information sur des sujets peut-être plus restreints comme l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, où là on peut aller dans le fond des choses et on peut ensuite faire des préconisations qui soient réalistes et pertinentes. Le système de défiscalisation nationale qui a bénéficié à Air Trade Inouï a été récemment critiqué par la Cour des comptes. Vous pourriez faire du lobbying pour défendre ce type de dispositif ? Alors, ce n'est pas forcément le rôle de la délégation de faire du lobbying spécifique sur ce type de dossier. Maintenant, si la défiscalisation est un outil qui est utilisé dans tous les Outre-mer et qui pourrait être mis en cause ou modifié suite, par exemple, aux conclusions récentes de la Cour des comptes, je pense que c'est un sujet qui intéressera mes collègues également. Mais encore une fois, moi, je ne décide de rien seul. Je suis un président de concertation. Un dernier mot justement, Moïtaï Broderson, sur votre deuxième mandat. Comment ça se passe dans l'hémicycle ? Il y a eu dernièrement le rejet d'une motion de censure. Comment vous l'avez vécu ? Vous savez, après 5 ans d'hypermajorité, je pense qu'on aborde ce nouveau mandat de manière plus sereine, puisque quand bien même les débats sont tendus, on retrouve enfin une démocratie parlementaire avec l'obligation pour la majorité de composer avec les autres groupes de l'Assemblée. Donc, quand bien même il y a forcément des frustrations quand ce qu'on demande ne passe pas, on a un comportement, je pense, et un mode de fonctionnement de l'Assemblée qui est plus proche de la normalité que ce qu'on a vécu dans les 5 années précédentes. Merci beaucoup, Moïtaï Broderson, d'avoir accepté d'échanger avec nous quelques minutes et bonne journée à vous. Nous parlions d'indépendance alimentaire. Justement, la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire proposait cet après-midi une formation dans ce sens aux familles de Teroma à Fa'a pour obtenir des aliments frais et bons pour la santé. Rien de tel que de fabriquer soi-même son engrais de poisson. Ismaël Tahiata et Jacques Damour. Dans ce gros bidon bleu, près de 200 000 francs d'engrais à base de poisson. Coût de l'investissement, 15 000 francs. Temps de préparation, à peine 15 minutes. Pour les ingrédients nécessaires à la préparation, pas besoin de chercher bien longtemps pour les trouver. Comme je disais, tu as 4 éléments, c'est de IM, de la mélasse, de déchets de poisson et de l'eau non chlorée. Après, les doses, ça dépend de ton contenu de base, mais pour la plupart des éléments, c'est facile à avoir. Comme ingrédient principal, des restes de poisson. Ils ont été broyés, puis cuits. Une fois refroidis, on y ajoute de la mélasse. Ce sucre servira de nourriture aux bactéries. Autre ingrédient très important, de l'eau non chlorée. Utilisez l'eau du robinet et vos micro-organismes n'y survivront pas. C'est vraiment la première fois, j'ai la chance de voir comment préparer cet engrais de poisson et comment l'utiliser aussi une fois la préparation faite. Pour moi, c'est quand même une belle technique pour moi parce que moi, j'utilise aussi des engrais, mais aussi des engrais bio comme le fion de poule, le poisson et tout. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai appris quelque chose parce que moi, quand je faisais mes déchets de poisson, je ne faisais pas cuire. Voilà. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de nouvel. C'est quand même une nouvelle technique pour moi et c'est ce que je vais mettre en pratique. Personnellement, à la maison, j'ai un système hydroponie et j'ai essayé de mettre cet engrais de poisson. Pour le moment, on va dire que
C'est tout récent que j'utilise, ça pousse bien. Parce qu'en fait, l'engrais de poisson apporte tous les éléments qu'il faut pour l'agriculture, c'est-à-dire du NPK, de l'azote, du phosphore et du potassium, plus les oligo-éléments. Une fois la formation terminée, les professionnels du CAPL assurent un suivi de leurs apprentis. Pendant nos formations, les gens ils sont toujours contents de retourner chez eux et de vouloir pratiquer cela chez eux. Leur but, c'est de retourner dans les plantations bio, d'utiliser des produits bio et de manger bio. Les formations continuent. Demain, ce sera encore à Terouma et après-demain à Orimou. Le matin à 9h30 et l'après-midi à partir de 13h. Une semaine entière dédiée aux habitants de la commune de Faa'a. Pouvoir et prestige, art des massues du Pacifique, c'est le nom de l'exposition présentée au musée du Quai Branly en ce moment à Paris. Elle réunit près de 140 massues de l'île de Pâques à la Polynésie française en passant par la Nouvelle-Calédonie. Une exposition inédite qui met en valeur des armes mais également des objets de prestige. Reportage Denis Rousseau-Caplan. Casse-tête, armes traditionnelles ou plus simplement massues, derrière ces appellations et l'image réductrice que l'on s'en fait, se cachent des objets d'une grande diversité de formes et de réalisations. S'ils sont d'abord connus comme des armes, ils avaient aussi de multiples fonctions. On a voulu vraiment donner à voir ces objets pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des objets extrêmement importants, représentatifs des cultures du Pacifique. On a voulu montrer, donner à voir au public des œuvres d'art à part entière. On invite le visiteur à aller au-delà de cette idée de l'arme pour voir des objets de prestige, des objets d'autorité, des symboles qui sont liés au chef, qui nous parlent de l'organisation sociale. On a un certain nombre de massues qui sont de toute évidence des objets cérémoniels, qui étaient utilisés dans des contextes rituels, cérémoniels, dansés notamment. L'exposition présente des objets de tout le Pacifique, de l'île de Pâques à Fidji, comme avec cette impressionnante massue à 2 mains. Particulièrement bien représentés, les objets des territoires francophones, avec cette massue de Wallis et Futuna. Ou cette originale massue de Nouvelle-Calédonie, collectée lors du second voyage du capitaine Cook en 1774 et qui n'est pas sans rappeler les haches ostensoirs kanak plus connues. À noter également cette rarissime arme munie de dents de requin, originaire de Tahiti, utilisée lors de cérémonies de deuil. C'est ce qu'on appelle un paeo. C'est l'arme que portait le chef deuilleur qui présidait aux cérémonies de deuil qui suivaient la mort d'un très grand chef à Tahiti et dans les îles de la Société plus largement. C'est vraiment un instrument du costume du deuilleur extrêmement connu, très élaboré, qui disparaît avec la christianisation des îles de la Société. D'après les spécialistes, cette exposition est appelée à faire date et à servir de référence à tous ceux qui s'intéressent à ces objets du Pacifique. On arrive au terme de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. Le député polynésien Moetai Broderson est élu président de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale pour 5 ans. Il succède à Olivier Servat, député de Guadeloupe, et Jean-Claude Fruteau de La Réunion. Parmi les dossiers urgents, les questions d'autonomie énergétique et alimentaire dans les Outre-mer. Sur notre antenne, ce soir, ne manquez pas notre magazine consacré au Heiva de Bora Bora, puis la série OPJ. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, les premières informations en radio vous seront présentées dès 6h par Abinera Tematahotoa et Axel Mézinel. Passez une belle soirée sur nos antennes. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.